Cher ami, je t'écris de ce café presque immatériel. C'est une sorte de havre de paix à l'extérieur du temps. Il s'appelle d'ailleurs la fiancée de la mer. Je viens de rentrer. L'aéroport n'est pas loin et je suis dans mon pays comme une voyageuse qui a pris le bus en marche. Tout se passe ici sur plusieurs niveaux. Les gens continuent d'agir comme si tout était normal. Mais on voit que leur sourire a changé. Cette guerre civile, ils continuent à la traiter d'événement. C'est fou comme leur volonté de ne pas admettre une catastrophe irrémédiable se trahit dans leur langage. Alors, je m'appelle Samuel Fauré, 37 ans, je suis journaliste. J'étais freelance, j'ai toujours été freelance. Et à la fin, j'ai fini par beaucoup travailler pour un quotidien, pour Le Figaro. Je m'appelle Jean-Claude Guilbeault, je suis né en 1944 à Alger. En réalité, je suis devenu journaliste sans l'avoir voulu. Je gagnais ma vie à l'époque, je payais mes études en étant pigiste à Sud-Ouest, à Bordeaux. Et tout était comme ça, réglé comme sur du papier à musique, sauf une chose, c'est que j'ai passé mon deuxième DES au mois de mars. C'était un DES de sciences criminelles, et c'était mars 68. Comme vous le savez, il s'est passé des choses après très compliquées. Et là, vous savez, quelquefois, peut-être ça vous est arrivé, votre vie bascule en une minute, quoi. Et là, tout d'un coup, j'ai expliqué à M. Amouroux, qui était mon directeur, mais je n'étais qu'un petit pigiste, je lui ai dit tout ça, et je crois qu'il a entendu, non pas ce que je lui disais, mais ce qu'il voulait entendre. Et il m'a dit, Jean-Claude, vous nous faites un plaisir formidable, en préférant être journaliste à Sud-Ouest plutôt qu'agrégé de droit, c'est un grand honneur, etc. Et tenez-vous bien, pour vous donner une idée du climat paternaliste de l'époque, il m'a pris par les épaules comme ça, et il a eu cette phrase invraisemblable, il m'a dit, pour vous récompenser, je vais vous envoyer faire votre premier reportage de guerre. J'avais 23 ans et demi, j'avais jamais pris l'avion, j'avais jamais mis un mort, et je me suis retrouvé au Biafra. D'une certaine manière, le reporter de guerre, il n'existe pas, il est journaliste, il fait son boulot. C'est juste qu'il travaille dans un contexte extrêmement hostile. Donc il faut être précis dans les termes déjà. Il y a le correspondant de guerre qui a un statut en fait qui est défini non pas par les journalistes mais par la Convention de Genève. Donc le journaliste qui suit des conflits, qui suit les forces armées dans un conflit, est qualifié de correspondant de guerre et il est protégé par la Convention de Genève. Il a un statut en cas s'il est fait prisonnier, il a un statut d'officier par exemple, etc. Mais il suit les forces armées, il n'est pas intégré dans ces forces armées d'une certaine manière. Voilà. Donc il ne porte pas d'uniforme, etc., etc. C'est un correspondant de guerre. Après, par extension, on a un peu parlé du reporter de guerre pour qualifier ces types qui allaient couvrir les conflits ici et là, Tchétchénie, Yougoslavie, Irak, Afghanistan, etc. Le reporter de guerre, c'est quelqu'un qui est intéressé par ce territoire de la guerre que je mentionnais à l'instant, et qui surtout a, je sais pas, la capacité de bosser là-bas, parce que c'est pas forcément évident, tout le monde n'est pas fait pour ça. La colère emprisonnée dans une forêt de béton éclate en flammes. Le champ de bataille est la ville, et chaque maison est une cible. C'est un combat de coqs dans une enceinte sans issue. Ce citoyen vole une chaise pour s'asseoir, mais devant quel nouveau désastre? On s'est battu de près et de loin, avec des projectiles et à l'arme blanche. On a tout démoli, les êtres et les choses, les maisons, les écoles, les églises, les mosquées. Et du coup, tout ça m'a fait que j'ai renoncé à la grecque de droit, parce que Henri Amouroux m'a fait un deal. Il m'a dit, Jean-Claude, bravo pour le Biafra, évidemment je vous nomme grand reporter, vous passez sans transition de pigiste à grand reporter, et je veux vous demander une chose, dans les 2 ans qui viennent, vous allez couvrir toutes les guerres qui existent. Alors à partir de janvier 69, 70, 71, j'ai couvert toutes les guerres possibles et inimaginables. Je suis retourné 2 ou 3 fois au Vietnam, je suis allé au Cambodge, au Laos, la révolution iranienne, après. Et voilà, et j'ai eu le prix Albert Monde et je suis venu au Monde. J'ai été embauché au Monde, où je suis entré en 72. Voilà. Ce qui fait que de 72 à 84, c'est-à-dire 12 ans, je suis resté au Monde, je suis parti 10 mois sur 12, quoi.
J'ai couvert toutes les guerres, en gros, dans le monde arabe, dans l'Extrême-Orient, en Afrique noire, l'Érythrée, plusieurs fois la Somalie, enfin tout, je me suis tapé tout ça, quoi. Et je me suis mis à aimer passionnément ce métier, quoi, vous dire, c'est tout. Je n'ai pas fait 2 kilomètres que le paysage politique a changé. C'est au tour du Fatah de vérifier mes papiers. J'en suis en fait à mon 10e barrage. Les Syriens, l'armée du Liban arabe, le Front du Refus, le Mouvement National, l'ONU, le Fatah, l'ONU encore. Mon itinéraire tient aussi de la science-fiction. Peux-tu imaginer qu'on puisse visiter 10 pays en moins de 5 heures? Il est vrai que les forces de l'ONU protègent tant bien que mal une toute petite partie du territoire. Mais c'est une façon pour les grandes puissances de se blanchir la conscience. Hey, what's that? Rosary. What's rosary? Rosary. From Fiji? Yes. You've heard it with you? That rosary was the present from the priest who baptized his son. Ah, That was in the year 1975. thanks. Yeah. That was. You're having a good time here? No? You don't like it? Don't like it. Why? And nobody come around here and enjoy ourselves. Ah, you don't enjoy enough yourself? Well, it's job. J'ai couvert le Moyen-Orient pendant 6 ans. En Égypte, j'étais basé en Égypte, en Turquie, en Irak, et je suis allé à peu près dans beaucoup de pays de la région, c'est-à-dire Liban, Syrie, Irak, Turquie, Yémen, etc. J'ai couvert 2 grandes histoires quand j'étais là-bas. J'ai couvert la révolution égyptienne de 2011 jusqu'à sa répression en 2013 et puis la mise en place d'un nouveau régime en 2014. Et à partir de 2014, j'ai basculé sur la guerre contre l'État islamique. Et pour rappel, en juin 2014, l'État islamique s'empare de Mossoul. Et j'arrive 3 jours après pour voir un peu ce qui se passait. Et voilà. Ça m'intéressait en fait de m'approcher du feu, quoi. Et je pense que j'ai toujours voulu le faire et que j'ai mis mon temps pour y aller et puis pour découvrir un peu ce territoire particulier qu'est la guerre, parce que il y a un concept en islam qui s'appelle Dar al-Harb, le territoire de la guerre, je sais pas comment on peut dire, et c'est vrai qu'il y a une sorte de familiarité avec tous ces territoires-là. Et parmi les pays que je privilégie dans mon souvenir, il y a le Liban. Moi, j'ai couvert les 8 premières années de la guerre, qui a duré 15 ans. C'est-à-dire que je suis arrivé au Liban en mai 1975, juste après l'attentat contre l'autobus d'Aïn el-Remane qui a engendré le... Et c'est vrai que le Liban, je me suis passionné par ce pays. Quand j'y suis allé, j'avais déjà couvert d'autres conflits, notamment le Vietnam et tout ça, mais je pense que c'est le conflit qui m'a le plus marqué. C'est celui qui m'a semblé le plus effrayant. En juin 2014, il y a la 2e ville d'Irak qui tombe aux mains de l'État islamique. Et c'est un événement incroyable. Donc ça m'intéresse d'aller voir. Et je découvre l'Irak, je n'y étais jamais allé. Je découvre l'Irak par le Kurdistan. Et là, je tombe sur quelque chose de absolument passionnant. Et un terrain où il est à la fois nouveau et familier, très différent, où il est finalement très accessible. On peut travailler assez facilement. Et dans tout ça, c'est vrai que j'ai fait la connaissance de Jocelyne Sab, qui m'a énormément aidé. Je connaissais rien du pays, moi, je parlais pas arabe, évidemment, pas du tout. Et elle a accepté à plusieurs reprises de venir avec moi. On partait en reportage ensemble, elle comme cinéaste, et on a échangé beaucoup de choses, quoi. On est devenus amis proches, très proches. Elle avait une espèce comme ça de témérité et de liberté de pensée et d'esprit. J'étais là quand elle a ouvert sa maison aux réfugiés, la maison de famille qu'elle a ouvert complètement. C'est une des plus belles maisons de Beyrouth. Et ils sont restés plusieurs années, alors évidemment.
Voilà. C'est ma maison. C'est ce qu'il en reste. Et je peux plus vous parler des autres. C'est cynique, mais... Voilà. Là, c'était ma chambre. Là, nous préparions un film. C'était 2 étages. Au fond, c'est pas grave parce que ce n'est que des murs après tout. Et nous sommes tous sortis vivants. À penser au le nombre de morts qu'il y a depuis quelques jours. D'une part à cause des bombardements des Israéliens, à cause des bagarres intérieures. Je sais pas, on se demande, je me pose des questions. L'essentiel, c'est de survivre, de vivre. C'est vrai que cette maison, c'est la tradition, que ça me fait quelque chose au cœur, que c'est 150 ans d'histoire. C'est mon identité aussi. C'est comme pour tout le monde, c'est l'identité de tous les Libanais qui perdent leur maison, leurs biens. En plus, comme on ne sait pas à qui se référer, on ne sait plus qui on est. J'ai jamais accepté, j'ai jamais supporté ce côté voyeur du journalisme. On fait les malins, on sait très bien, mais en fait, nous, on rentre chez soi. Tandis qu'eux, ils ne rentrent pas. En tant que journaliste, on va couvrir ce qui se passe. Donc s'il y a des fractures quelque part, si voilà, il y a un moment donné où le monde se fracture, et ben, les journalistes vont au cœur de ces fractures pour aller les documenter. Et peu à peu, en fait, naturellement, parce que les révolutions ont entraîné des épisodes d'émeutes, parfois ont entraîné parfois une guerre, et notamment en Syrie. Et j'ai commencé à y aller peu à peu. Et la première zone de guerre où je suis véritablement allé, je pense qu'on peut dire que c'est Alep en août 2012, au moment où la révolution tournait à la guerre civile, en fait. Et là, j'y suis allé parce que c'était la Syrie, parce que c'était une ville où j'étais déjà allé, et j'étais en quelque sorte familier. Chaque média va retranscrire ce qui se passe sur le terrain avec ses avantages et ses inconvénients. Et l'avantage de la télé, c'est que c'est l'image, ça bouge, c'est fort et on est très dedans. L'avantage en presse écrite, c'est qu'on on a un point de vue plus large. Il n'y a pas cet effet tunnel que les photographes ont quand ils sont derrière leur appareil photo ou derrière leur caméra. Moi, je me suis toujours attaché à essayer de retranscrire des sensations de bruit, de sensations. Qu'est-ce que ça faisait de s'érafler sur les murs de Mossoul. Des regards de côté que je peux faire parce que j'ai une vision périphérique en fait beaucoup plus grande, parce que je suis pas tenu à aller chercher une image. Et donc voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que les deux approches sont complémentaires. C'est pour ça que les photographes, même s'ils accompagnent un confrère de presse écrite, ils sont pas là pour illustrer ce qui va être écrit. C'est deux traitements journalistiques complémentaires. يا شوارع بيروت الحرب اليومية يا مديني يا مخزن
qu'à l'époque, Beyrouth ressemblait à Montpellier ou à Nice. Donc on n'était pas protégé par l'exotisme, vous comprenez ce que je veux dire? Quand c'est la guerre du Biafra, le Biafra c'est loin, c'est des Africains, c'est plus ou moins tribal, ces choses-là, on se dit. Tandis que là, à Beyrouth, on était dans une ville, certes, qui a des structures politiques féodales, mais qui a une apparence moderne. Ça faisait naître chez nous un constat d'évidence, mais qui est beaucoup plus troublant qu'on l'imagine. On se disait toujours le soir, on se disait, ce qui se passe là à Beyrouth, dans un décor qui ressemble à nos villes, ça veut dire que ça peut se passer chez nous demain. Et ça nous a mis en tête cette espèce de conscience que ce qui tient la paix debout, c'est une mince pellicule qui peut craquer à tout moment, et que ce qui empêche un homme d'être un salopard, c'est aussi un mince vernis qui peut craquer lui aussi tout le temps, quoi. C'est pour ça que... Moi, aujourd'hui, je suis à Paris, les yeux ouverts sur un grand vide. Alors, de temps en temps, pour avoir un visage, pour avoir un regard, je ferme les yeux et je me souviens.